Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 10 mars 2026 et imaginez que demain, pour installer votre distribution Linux préférée, Fedora, Arch Linux, Debian, Linux Mint, Ubuntu, peu importe, que vous soyez obligé de déclarer votre date de naissance à votre système et que cette information soit ensuite transmise à chaque application que vous lancez en temps réel. Vous vous dites, c'est de la science-fiction? Eh bien non, ça ne l'est plus puisque c'est ce que va exiger une loi californienne dès le 1er janvier 2027. Et le monde du logiciel libre n'est pas épargné, bien au contraire. Alors sur cette petite introduction suspense, si je vous fais cette vidéo, c'est parce que vous m'avez sollicité à de nombreuses reprises sur cette loi californienne. J'ai réagi sur le blog il y a une semaine environ, le 4 mars, mais je sais que vous ne regardez pas forcément trop le blog, vous avez plutôt l'habitude que je m'exprime sur YouTube. C'est donc pour ça que je vous fais une vidéo. Entre-temps, il s'est passé un week-end, j'ai regardé un peu plus en détail de quoi il s'agissait dans cette loi, et j'ai envie de vous en parler en vidéo. Alors vous pouvez écouter la vidéo, puisque je ne vais pas vous montrer énormément de choses à l'écran, mais ce que je veux expliquer ici à travers cette vidéo, c'est pourquoi cette loi elle est née en Californie, ce qu'elle implique exactement pour les utilisateurs de Californie, ce qu'elle va peut-être entraîner avec elle dans d'autres États des États-Unis et peut-être dans d'autres pays du monde, et surtout ce que ça implique, nous, dans l'écosystème open source, pour le logiciel libre, pour les distributions Linux. C'est ce volet-là qui m'intéresse puisque c'est ce dont on parle sur cette chaîne YouTube. Alors pour vous donner un petit peu de contexte, sachez que la protection des mineurs sur Internet, c'est une bataille qui est relativement ancienne. Avant de vous parler de ce texte de loi, je veux quand même vous expliquer pourquoi cette loi elle existe aujourd'hui en Californie. C'est parce que la protection des mineurs sur Internet, c'est un sujet, c'est pas nouveau, qui occupe nos hommes et femmes politiques depuis des décennies, que ce soit en France, aux États-Unis, en Europe. Vous l'avez peut-être remarqué si vous visitez ce genre de site ou que vous suivez l'actualité, les sites pornographiques en France ces derniers mois, vous ne pouvez pas y accéder tant que vous ne validez pas votre identité. Le gouvernement entreprend de faire ça aussi pour les réseaux sociaux, ils l'ont fait aussi en Australie. Alors, ces lois ciblaient les sites web ou parfois des applications spécifiques. Alors oui, je sais, on peut contourner avec un VPN, cliquer quand même sur le bouton « j'ai plus de 18 ans » alors qu'on est encore un ado, ok. Mais là, au-delà du site web ou des applications, les législateurs, au sens global du terme, ils ont cherché à descendre un peu plus bas dans les couches technologiques, et au lieu de s'attaquer aux sites internet, aux applications, au navigateur web, ils vont directement sur le système d'exploitation. Alors, cette loi AB 1043, qu'est-ce que c'est exactement ? Elle a été publiée le 14 octobre 2025. Oui, c'est les dates américaines, c'est un peu dans le désordre. En octobre 2025, le gouverneur de Californie, il a signé cette AB 1043, AB pour Assembly Bill, qui est aussi appelé le Digital Age Assurance Act. Il va entrer en vigueur quand ? Le 1er janvier 2027, donc c'est dans vraiment pas longtemps. Et pour vous faire un résumé très simple, premièrement, tout fournisseur de système d'exploitation doit, lors de la configuration initiale du compte utilisateur, collecter la date de naissance ou l'âge de l'utilisateur. Dans un deuxième temps, il va devoir classifier cet utilisateur ici, suivant l'une des 4 tranches d'âge mentionnées, donc moins de 13 ans, de 13 à 15 ans, donc inférieur strict à 16 ans, de 16 à 17 ans, inférieur strict à 18, ou 18 ans et plus. Et après, une fois que c'est fait, il doit exposer cette information aux développeurs d'applications via une API en temps réel, c'est-à-dire que chaque fois qu'une application est téléchargée ou lancée, le développeur peut interroger le système d'exploitation pour connaître la tranche d'âge de l'utilisateur. Et donc, comme toute loi, si vous ne les respectez pas, il y a des sanctions, jusqu'à 2 500 $ par violation négligente, voire jusqu'à 7 500 $ par violation intentionnelle par enfant concerné. Voilà, ça c'est dit. Alors, ce qui va nous intéresser à ça, c'est le problème pour nos distributions Linux et aussi BSD. Vous allez voir que je vais vous parler un tout petit peu de BSD. Parce que, donc, vous voyez, là, il y a des définitions de applications, enfants, développeurs, etc.
Et c'est là quand même que les choses deviennent intéressantes ou inquiétantes, je ne sais pas, pour nous dans le logiciel libre. C'est que la loi définit ici, Operating System Provider, ce qu'est un fournisseur de système d'exploitation. Et il l'a défini comme toute entité qui développe, licencie ou contrôle le logiciel du système d'exploitation d'un ordinateur, d'un appareil mobile ou de tout autre appareil informatique à usage général. En d'autres termes, traduisez ça très simplement, Windows, macOS, Android, iOS, mais aussi Ubuntu, Fedora, Debian, Arch, Gentoo, SteamOS. Donc, il n'y a pas d'exception qui est prévue pour le logiciel libre. Et donc, on est sur un problème philosophique et technique sur les deux plans. Parce que le problème fondamental, c'est que le modèle que suppose la loi, vous l'avez peut-être compris, c'est qu'on ait un compte utilisateur centralisé, un processus d'installation avec une interface graphique, d'accueil, une infrastructure capable d'exposer une API standardisée. Bon bah c'est cool, ça c'est le modèle de Windows, d'Apple, de Google, mais c'est pas le modèle de Linux. Quand vous installez Arch Linux, vous tapez des commandes dans un terminal, il n'y a pas d'assistant de bienvenue qui vous demande votre date de naissance. Pire, quand vous installez une Debian sur un serveur, il n'y a pas de session graphique. Et puis alors, je vous le dis pas, mais quand vous compilez une Gentoo depuis les sources, bon, ok, comment on va gérer tout ça? Distribution Linux ou environnement de bureau, à qui c'est de gérer ça? Et puis, nos distributions Linux, elles sont distribuées par des miroirs décentralisés. On a des miroirs partout dans le monde. Qui est l'éditeur, entre guillemets, responsable de Debian? C'est une fondation bénévole. Qui maintient Arch? C'est une communauté de volontaires. Alors, comment imposer une amende à ces types d'entités sans structure juridique aux États-Unis? Parce que si on dit, bon, ok, c'est Canonical, c'est Fedora avec derrière et un petit peu de Red Hat, ok, vous avez des structures juridiques aux États-Unis, mais quand c'est communautaire, c'est que des volontaires. Comment vous imposez des amendes si c'est pas respecté? Voilà. Alors, il y a des discussions qui sont en cours dans les principales communautés. Pour le moment, il n'y a pas de choses officielles qui ont été communiquées. Chez Fedora, il y a une étude de proposition de modifier la gestion des utilisateurs Linux classiques. Vous savez, dans etc passwd, vous avez votre nom d'utilisateur, votre dossier personnel, votre UID. Pourquoi pas intégrer dans ce fichier ou éventuellement un fichier supplémentaire la tranche d'âge de l'utilisateur et puis d'avoir une sorte de débus local qui interroge ces fichiers puis qui renvoie aux applications les tranches d'âge. Sur la mailing list de Canonical, enfin de Ubuntu, il y a déjà des discussions qui sont un peu lancées. Alors, c'est que des trucs informels qui sont pas faits par les développeurs de la distribution Linux. Et d'ailleurs, Ubuntu, ils ont dit, si on fait quelque chose, on l'annonce officiellement. Mais c'est vrai qu'une implémentation locale sans télémétrie, sans envoi de données à un tiers, ce serait dans l'esprit du logiciel libre. Mais, on est dans le logiciel libre. Donc, on a accès au code source. Donc, si n'importe quel utilisateur peut recompiler le noyau, modifier des fichiers de configuration, en fait, quelle valeur juridique a cette information si elle est modifiable? Autant dans Windows, macOS, ça peut être planqué dans un truc un peu spécifique. Là, dans le monde open source, ça veut dire que potentiellement, on peut modifier le comportement en tout cas le fonctionnement de cette tranche d'âge qui est relevée. Et puis, il y a un autre problème encore plus profond qui va être en conflit avec certaines licences open source. Parce que vous avez des choses qui interdisent, dans le monde libre, la discrimination basée sur les personnes ou des groupes. Et donc, si un projet décide d'exclure les résidents californiens de son logiciel pour se protéger juridiquement, par exemple, on dit Debian, plus possible de le télécharger en Californie, eh ben, vous violez de facto les principes du logiciel libre. Donc, je vous parlais de BSD tout à l'heure. Midnight BSD, qui est une distribution BSD qui est avec une interface graphique pour un usage desktop, a déjà annoncé qu'il prévoyait carrément d'interdire son usage en Californie à partir de 2027. Usage desktop en 2027. Voilà. Comme ça, il se dit, c'est risqué d'un point de vue juridique, donc moi, ok, j'arrête tout ça. Et ça, vous connaissez peut-être pas la distribution BSD, mais c'est quand même un signal d'alarme. C'est de se dire que la fragmentation géographique du logiciel libre, c'est pas un scénario théorique, ça commence à arriver. Et vous comprenez quand même quel est l'impact du truc. Si vous commencez à interdire du logiciel libre à certains endroits parce qu'il y a une loi qui
qui est trop restrictive pour inclure dans ce même logiciel libre du flicage, je veux dire comme ça pose des problèmes. Et ce qui est marrant, c'est que dans les recherches que j'ai faites, pendant l'étude du texte, parce que ce texte, il a été validé donc en octobre 2025, mais ça a été étudié depuis un petit moment. Et j'ai pas trouvé de témoignage ni d'analyse publique. Alors c'est facile a posteriori de pouvoir retrouver de l'information, ni aucune opposition de la FSF, de la Linux Foundation sur ce dossier-là. En fait, la loi, elle est passée sans que personne dans le monde du libre n'ait vraiment tiré la sonnette d'alarme ou n'ait mis en lumière ce truc. Alors, je sais pas si vous avez vu des trucs, mais moi, j'ai rien vu, j'ai fait quelques recherches et j'ai pas vu ça. Donc, c'est... bon, ok, ça passe, et puis tout le monde s'en fiche. Alors, ok, ici, vous allez me dire, Legislative Information, California, on est en Californie. Mais, ça peut faire effet domino, parce que la Californie, quand même, c'est le plus grand marché technologique des États-Unis. Quand la Californie adopte une norme, il y a beaucoup d'entreprises, là, la Silicon Valley, tout ça, ils ont tendance à l'appliquer un peu partout aux États-Unis, et par ricochet, ça peut arriver dans d'autres pays du monde. Et donc, si cette loi s'impose comme un standard aux États-Unis, ça veut peut-être dire que la vérification d'âge au niveau du système d'exploitation pourrait devenir la norme mondiale. Et une fois que tout ça c'est en place, une fois que le système collecte l'âge, peut transmettre ces infos aux applications en temps réel, qu'est-ce qui vous dit que ça ne peut pas être étendu à d'autres usages? Alors il y a des chercheurs en liberté numérique qui ont fait une lettre ouverte, plus de 400 scientifiques ont signé une lettre ouverte, qui là c'est tout récent en mars 2026, où ils s'opposent à ces systèmes de vérification d'âge en général. Ils donnent quand même des arguments en disant que ces systèmes de surveillance, en fait, au fond, une fois qu'ils sont installés, si jamais on revient en arrière, ça va être difficile de les retirer. Alors, sachez quand même que en 2026, on a quand même quelques petits espoirs. Tout n'est pas perdu parce qu'il y a quelques signaux positifs quand même là-dedans. Déjà, le gouverneur de Californie lui-même, dans sa déclaration de signature, il a explicitement demandé aux législateurs de retravailler le texte en 2026 pour corriger des problèmes identifiés. Et il a dit des trucs assez concrets, du style: les familles qui partagent un appareil avec plusieurs profils d'âge différents. Vous avez un PC familial, vous avez des adultes, les enfants dessus. Bon, ça peut quand même poser problème. Pour les applications, style des jeux qui s'exécutent sur plusieurs appareils, mais avec un seul compte. Vous avez les jeux sur plusieurs consoles et machin et trucs. Comment on gère ça? Sachez que du côté du Colorado, un état voisin de la Californie, il y a un texte similaire qui est aussi à l'étude. Et par contre, là, le sénateur, il a rencontré le PDG de System76, qui est la société qui édite PopOS, pour essayer de discuter sur le sujet. Et au Colorado, suggestion a été faite d'exclure explicitement le logiciel open source du champ d'application. Donc il y a des amendements qui ont été faits dans ce sens aussi dans la loi californienne pour essayer d'exclure les logiciels libres. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus s'offusquer de tout ça, parce qu'en faisant quelques recherches, on voit qu'il peut y avoir des adaptations là-dessus. Donc c'est quand même un signe que le dialogue, il est possible, à condition que la communauté du libre se mobilise, se fasse entendre. Là, notamment au Colorado, avec la rencontre avec le PDG de System76. Ouais, il faut que ça cause. Donc, effectivement, là, on s'offusque un peu du truc en Californie, mais si la Linux Foundation, la FSF, ils avaient mis peut-être les pieds un peu dans le plat au début, on ne serait pas sur ce genre de signaux importants, urgents à traiter pour le monde du libre. Voilà. Donc, dans le libre, on doit se manifester parce que ces fondations, elles ont un rôle à jouer là-dedans aussi. Alors, s'il fallait rapidement que je conclue, parce que la vidéo, ça fait un moment, je pense que ça tourne, le logiciel libre, il a toujours défendu l'idée que le code que vous utilisez ne doit pas vous espionner. C'est aussi pour ça qu'on vient dans le monde du libre, c'est pour échapper à l'espionnage d'Apple sur macOS, de Microsoft sur Windows. Et donc,
le logiciel libre, il ne doit pas vous espionner, il ne doit pas vous classer suivant votre âge, suivant votre sexe, suivant vos orientations politiques, suivant vos orientations, peu importe. Et il ne doit pas transmettre d'informations sur vous sans votre consentement éclairé. Voilà. Donc, un système d'exploitation qui classifie ses utilisateurs par âge et qui donne ces informations à un tiers, tout aussi bénigne que soient les intentions et tout aussi bonnes peut-être que soient les intentions, c'est quand même un OS qui va nous surveiller. Et si aujourd'hui c'est notre âge qu'on collecte, qu'est-ce que ce sera demain ? Donc c'est ça aussi le vrai enjeu de cette AB 1043 pour Linux, pour les BSD et pour le logiciel libre en général. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. J'espère que ça vous a éclairé aussi que je vous fasse cet enregistrement avec toutes les informations que j'ai pu vous trouver et vous partager, vous démystifier, vous vulgariser. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.